Bonjour à tous et bienvenue sur Produplification. Aujourd'hui, vidéo spéciale pour les débutants avec Google Sheet, mais également pour les débutants avec les tableurs de manière générale, puisque ça va être un guide sur l'utilisation de Google Sheet, mais en partant vraiment de zéro pour ceux d'entre vous qui n'auraient aucune notion avec d'autres tableurs tels que Excel ou OpenOffice Calc. Alors, en premier lieu, avant de plonger directement dans un fichier Google Sheet, ce qu'on va voir, c'est comment on va pouvoir accéder à Google Sheet. Et dans notre cas, on ne va pas directement y accéder, mais on va en fait passer par Google Drive, qui est donc le drive qui est créé lorsque vous créez votre compte Google et dans lequel vous allez pouvoir stocker plusieurs types de fichiers, dont vos fichiers Google Sheet. Pour accéder à Google Drive, on va tout simplement ici rechercher Google Drive dans notre barre de recherche. Et dans la liste qui s'affiche, vous prenez tout simplement le premier lien et vous accédez ici à la page d'accès à votre Google Drive. Alors, à partir d'ici, trois possibilités. La première, c'est que vous n'ayez pas encore de compte Google, et donc dans ce cas-là, vous cliquez sur Connexion, et ensuite, vous allez pouvoir créer votre compte Google qui va ensuite vous permettre de vous connecter à Google Drive. La deuxième option, c'est que vous ayez un compte Google, mais que vous ne soyez pas encore connecté. Dans ce cas-là, encore une fois, vous cliquez sur Connexion et vous vous connectez tout simplement à votre Google Drive. Et la troisième option, qui est la mienne, c'est que vous ayez un compte Google auquel vous soyez déjà connecté. Et donc ici, il vous reste à cliquer sur Accéder à Drive pour donc accéder à votre Google Drive. Et une fois dans votre Google Drive, vous allez retrouver plusieurs choses. Tout d'abord, ici au-dessus, vous allez retrouver la liste des dossiers que vous avez créés dans votre Google Drive. Donc dans ce cas-ci, vous retrouvez les dossiers que j'ai créés de mon côté, mais que vous n'aurez pas de votre côté, à moins bien sûr que vous n'ayez créé exactement les mêmes dossiers avec les mêmes noms. Et juste en dessous, vous allez en fait retrouver tous les fichiers que vous allez créer et que vous allez stocker à la racine de votre drive. Et à partir d'ici, vous allez avoir deux possibilités pour créer votre fichier Google Sheet à partir de votre drive. La première, c'est de cliquer du droit ici en bas et ensuite de sélectionner Google Sheet. Et la deuxième option, c'est de cliquer sur le bouton en haut à gauche qui s'appelle Plus Nouveau et encore une fois de sélectionner Google Sheet. Et une fois que c'est fait, on a donc une nouvelle fenêtre qui s'affiche avec notre nouveau fichier Google Sheet qui est encore vide jusqu'ici. Maintenant, nous allons commencer par passer en revue une à une toutes les zones principales de Google Sheet, en commençant en haut à gauche par le titre de notre fichier, qui, comme vous le voyez par défaut, s'appelle feuille de calcul sans titre, mais sur lequel on va bien entendu pouvoir cliquer pour pouvoir le modifier comme on le souhaite. Et sur la droite, on va retrouver trois petites icônes qui vont nous permettre de gérer notre fichier Google Sheet par rapport à notre Drive. Avec pour commencer une icône qui va nous permettre d'activer le suivi des modifications. Ensuite, une icône
qui va pouvoir nous permettre de déplacer notre fichier Google Sheet dans un autre dossier de notre Drive. Et enfin, une icône qui va afficher l'état du document pour vérifier que notre fichier Google Sheet est bien synchronisé dans notre Drive. Ensuite, juste en dessous, on va retrouver la barre des menus dans lesquels on va retrouver l'ensemble des outils ou des fonctionnalités qui seront donc mises à notre disposition par Google Sheet pour pouvoir mettre en forme et manipuler toutes les données de notre fichier. Et après la barre de menu, on va retrouver une barre d'outils spécifique qui contiendra des outils qui sont déjà en fait disponibles dans la barre de tous les menus, mais qui sont en fait des outils qui seront plus fréquemment utilisés par tous les utilisateurs de Google Sheet et donc qui sont ici plus facilement et plus rapidement accessibles. En grande partie, on va retrouver ici des outils qui nous permettront de mettre en forme notre fichier Google Sheet. Ensuite, on va retrouver sur la majeure partie de notre écran la partie principale de Google Sheet, qui va donc être la grille dans laquelle on va pouvoir insérer et manipuler toutes nos données. Et bien entendu, cette grille va tout d'abord se constituer de différentes colonnes numérotées par ordre alphabétique, en commençant par la colonne A, et elle va également se constituer de différentes lignes qui seront elles numérotées de façon standard en démarrant par la ligne numéro 1. Et le croisement d'une ligne et d'une colonne, c'est ce qu'on va appeler une cellule qui sera, elle, caractérisée à la fois par son numéro de ligne et par la lettre de sa colonne. Et donc dans l'exemple ici, on appellera cette cellule la cellule C3, et donc au croisement de la colonne C et de la ligne numéro 3. Et dans chacune de ces cellules, vous allez pouvoir saisir vos différentes données, que ce soit par exemple du texte ou encore des nombres, et vous allez ensuite pouvoir organiser ces données entre les différentes cellules pour pouvoir les manipuler et pour pouvoir par exemple effectuer tous vos calculs et organiser toutes vos données de la façon dont vous l'entendez. Et juste en haut à gauche de notre grille, on va retrouver une petite zone dans laquelle on va pouvoir visualiser la plage de données qui est actuellement sélectionnée dans notre grille. Donc, une plage de données, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un ensemble de cellules qu'on peut sélectionner dans notre grille, comme on l'a fait ici avec la cellule C3, qui constitue donc à elle toute seule une plage de données qui est définie par C3, comme on peut le voir en haut à gauche. Mais ce qu'on peut faire également, c'est sélectionner plusieurs cellules comme ceci, pour donc définir une plage de données à plusieurs cellules, en commençant donc sur la cellule C3 et en finissant sur la cellule E5, qui, en les séparant par 2 points, définissent donc notre plage de données, comme on peut le voir encore une fois en haut à gauche de notre grille. Et ce qu'on peut faire également, c'est sélectionner plusieurs colonnes en les sélectionnant ici au-dessus, par exemple en partant de la colonne E et en terminant sur la colonne G. Et dans ce cas-là, comme vous pouvez le voir en haut à gauche de la grille, on définit une plage de données qui sera donc constituée de 3 colonnes et s'étalant sur toutes les lignes de notre fichier. Et donc dans ce cas-là, on définit la plage par la lettre E, qui est la lettre de la première colonne,
suivi de 2 points, suivi de G, qui est donc la lettre de la dernière colonne. Et de la même façon, on peut sélectionner plusieurs lignes, par exemple de la ligne numéro 5 à la ligne numéro 7, et encore une fois ici, en étalant notre plage de données sur toutes les colonnes de notre fichier. Et donc, dans ce cas-là, de façon similaire, on va définir notre plage de données par le chiffre 5, et donc le chiffre ou le numéro de la première ligne, suivi de 2 points, suivi de 7, qui est donc le numéro de la dernière ligne de notre sélection. Et ensuite, juste à droite de la zone avec notre plage de données, on va retrouver la barre de saisie dans laquelle on va pouvoir saisir du texte, tout autre type d'information qu'on va vouloir rentrer dans notre cellule. Donc par exemple ici, si je rentre le texte saisi, on voit qu'il s'affiche dans notre cellule, mais aussi et surtout qu'il s'affiche dans la barre de saisie au-dessus. Alors, dans ce cas-ci, ça peut ne pas sembler très utile, mais vous verrez plus tard que lorsque vous ferez des saisies un peu plus complexes, avec par exemple des formules ou des calculs complets, que ça pourra parfois s'avérer plus pratique de travailler directement dans la barre de saisie plutôt que dans la cellule. Alors, maintenant, en dessous et à gauche de notre grille, on va retrouver la gestion des différentes feuilles de notre fichier Google Sheet. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que la grille que vous avez sous les yeux, dans laquelle on va donc pouvoir créer différents types de tableaux ou d'affichage de données, ne va pas être directement rattachée à notre fichier Google Sheet, mais va être rattachée à une feuille de notre fichier Google Sheet qui est en quelque sorte une sous-partie de celui-ci dans laquelle on va à chaque fois retrouver une grille avec différents types de données qu'on aura insérées dans cette grille. Donc par exemple ici, si l'on insère par exemple un tableau de données dans la grille que l'on a sous les yeux, on va l'insérer dans la feuille qui est pour l'instant l'unique feuille de notre projet et qui se nomme par défaut feuille 1, comme vous pouvez le voir dans l'onglet ici en dessous. Et si vous voulez rajouter une deuxième feuille, vous pouvez tout simplement cliquer ici sur le petit plus, ce qui nous rajoute un nouvel onglet avec une nouvelle feuille qui s'appelle par défaut feuille 2 et à laquelle va être rattachée une nouvelle grille dans laquelle on va pouvoir rentrer de nouvelles données. Et si vous voulez retourner sur la feuille numéro 1, vous pouvez tout simplement cliquer ici sur l'onglet feuille 1. Et ce que vous pouvez également faire, si vous ne voulez pas conserver le nom par défaut, c'est double-cliquer sur l'onglet et renommer la feuille comme vous le voulez. Et juste à droite du petit plus, vous retrouvez également une deuxième icône avec 3 petites lignes sur laquelle vous pouvez cliquer pour tout simplement retrouver la liste de toutes les feuilles de votre fichier Google Sheet. Après ça, en haut à droite, on va retrouver quelques autres petites icônes, en commençant tout d'abord par une icône qui va nous permettre de suivre toutes les modifications du fichier. Ensuite, on aura une icône qui va nous permettre d'afficher et de créer différents commentaires par rapport à notre fichier Google Sheet. Et enfin,
on va avoir une icône qui va nous permettre de gérer le partage de notre fichier. Donc, si on clique dessus, on va tout simplement pouvoir partager notre fichier avec différentes personnes et on va également pouvoir gérer les types d'accès de ces différents partages. Sur la droite, on va également retrouver une icône sur laquelle on va pouvoir cliquer pour retourner dans la gestion de notre compte Google, donc indépendamment de Google Sheet. Et enfin, sur la droite, verticalement, on va retrouver différentes icônes pour nous rendre dans d'autres applications de Google. Donc par exemple, le calendrier, Google Maps, etc., etc. Voilà donc pour le tour des différentes zones de Google Sheet. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est retourner dans la grille principale où on va pouvoir insérer nos premières données et créer notre première petite table. Et par exemple, ce qu'on peut faire ici, c'est créer une petite table avec une liste de différents articles qu'on va vouloir acheter et qui nous permettra de faire le tour des différents outils de notre barre d'outils. Donc sur la première colonne, on va mettre l'article, par exemple des pommes, des poires et des oranges. Ensuite, sur la deuxième colonne, le prix par unité. Et enfin, sur la troisième colonne, on va mettre le nombre d'articles. Et on se retrouve donc avec notre première petite table qui pour le moment est très simple et qui surtout n'a pas encore été mise en forme. Et donc maintenant, on va passer en revue les différents outils de notre barre pour pouvoir mettre en forme cette table et la rendre un petit peu plus présentable. La première chose qu'on va pouvoir faire dans notre tableau, pour les prix des différents articles, comme vous pouvez le voir, on a pour le moment 3 chiffres après la virgule, qui n'est pas vraiment utile pour un prix, et donc dans ce cas-ci, on devrait plutôt garder uniquement 2 chiffres après la virgule. Donc pour ça, on va sélectionner la plage de données contenant les prix des articles, et on va cliquer ici sur cette icône pour pouvoir réduire de 3 chiffres après la virgule vers 2 chiffres après la virgule. Et de la même façon, lorsque vous voulez augmenter le nombre de chiffres après la virgule, vous pouvez cliquer sur l'icône située juste à droite de l'icône qu'on vient juste d'utiliser. Ensuite, pour le moment, vous voyez qu'on a deux types de données dans notre tableau. Des cellules qui contiennent du texte pour les en-têtes et les noms, et des cellules qui contiennent des nombres pour les prix et le nombre d'articles. Pour le nombre d'articles, pas de souci. Par contre, pour les prix, ce qu'on peut faire également, c'est changer le type de données ou le type d'unité et définir ces cellules en type monétaire plutôt qu'en nombre simple. Pour ça, vous pouvez cliquer ici sur l'icône euro qui va donc tout simplement définir notre cellule comme contenant des données de type monétaire. De la même façon, lorsque vous avez des cellules qui contiennent des pourcents, vous pouvez cliquer ici sur le petit symbole pourcent. Et si vous cliquez ici sur l'icône 1, 2, 3, vous avez également accès
à d'autres types d'unités pour définir les différentes cellules contenant vos données. Ce qu'on peut faire également, c'est changer la police pour les cellules qui contiennent du texte. Par exemple ici, pour les en-têtes, on va cliquer ici sur le menu déroulant, dans lequel on va donc avoir accès à plusieurs polices d'écriture entre lesquelles on va pouvoir choisir celle qu'on veut dans nos cellules. De la même façon, on va également pouvoir augmenter la taille de la police en cliquant ici sur plus ou moins pour donc augmenter ou diminuer la police de nos textes. Ensuite, par exemple, pour les noms des articles, ce qu'on peut faire également, c'est changer un petit peu le style de police, par exemple en les mettant en italique. Et de la même façon, vous pouvez également les mettre en gras en cliquant sur l'icône juste à gauche de l'icône italique, ou vous pouvez également barrer le texte en cliquant sur l'icône juste à droite. Ce qu'on peut également changer sur la police, ça va être la couleur. Par exemple, si on sélectionne encore nos en-têtes, on clique ici sur l'icône couleur du texte et on peut bien entendu choisir entre les différentes couleurs. Toujours pour la couleur, mais cette fois-ci la couleur de remplissage de la cellule et non plus du texte, on peut encore une fois choisir les différentes cellules qu'on veut mettre en couleur et on va cliquer ici sur l'icône de couleur du remplissage pour donc choisir la couleur avec laquelle on va vouloir remplir nos cellules. Alors, pour le moment, vous voyez différentes lignes verticales et horizontales dans notre grille, mais en fait, pour l'instant, ces lignes ne sont en quelque sorte que des lignes de construction qui ne définissent pas vraiment de table en tant que telle. Pour pouvoir définir des lignes propres pour notre table, qui seront également visibles si vous imprimez votre fichier, on va devoir sélectionner l'entièreté du tableau et cliquer ici sur l'icône qui permet de gérer les bordures de notre plage de données, dans laquelle on va donc pouvoir paramétrer les différentes bordures de notre tableau. Donc sur la droite, on va pouvoir sélectionner la couleur de la bordure. Par exemple ici, je vais choisir un gris un peu foncé. Et juste en dessous, on va pouvoir choisir le style de la bordure. Donc on va pouvoir choisir entre des bordures fines ou des bordures un peu plus épaisses. Et on va également pouvoir choisir d'autres styles de bordure tels que pointillés ou en double ligne. Et une fois qu'on a choisi notre couleur et notre style de bordure, on va pouvoir choisir comment on va vouloir appliquer nos bordures. Et donc dans mon cas, je vais choisir ici d'appliquer toutes les bordures, c'est-à-dire toutes les bordures extérieures de notre plage de données qui est sélectionnée dans notre grille, ainsi que toutes les bordures verticales et horizontales dans cette plage de données. Ensuite, sur la droite, on a une icône qui permet de fusionner des cellules lorsque l'on en a besoin, ce qui n'est pas vraiment notre cas. Donc, par exemple ici, juste pour l'exemple, on va fusionner les lignes, ou plutôt les cellules G3 et H3. Et donc maintenant, si vous tapez du texte dans cette nouvelle cellule,
vous pouvez voir que celui-ci s'applique tout du long sur nos deux cellules. Alors, ensuite, on va pouvoir choisir l'alignement du texte dans nos cellules. Par exemple, ici, on voit que les articles sont alignés à gauche de chacune des cellules. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est sélectionner cette plage de données et les aligner par exemple au centre, mais on pourrait également choisir de les aligner à droite de notre cellule. On va faire pareil pour les deux colonnes suivantes. Et ensuite, l'icône juste à droite permet également de gérer l'alignement du texte dans les cellules, mais cette fois-ci verticalement et non plus horizontalement. Donc par exemple ici, si j'augmente la hauteur des différentes lignes, vous voyez que par défaut le texte s'aligne sur le bas des cellules. Et donc si je sélectionne ma table de nouveau comme ceci, on va également pouvoir choisir entre l'aligner vers le bas comme elle est actuellement, vers le haut ou également au milieu. Alors, dans la colonne C1, vous voyez que le texte est en fait un petit peu trop grand pour notre cellule. Et donc, dans ce cas-là, par défaut, soit le texte continue sur la cellule suivante si elle est vide, comme c'est le cas de la cellule D1, et donc vous voyez que le S chevauche cette cellule D1, soit le texte va être coupé lorsque la cellule à côté n'est pas vide, qui est le cas de la cellule B1, et donc vous voyez que le N majuscule de nombre est quant à lui masqué et ne s'affiche plus sur B1. Pour changer ça, on a ici une autre icône qui est un menu déroulant dans laquelle on va pouvoir choisir entre différents types de retour à la ligne. Donc l'option par défaut, c'est de laisser dépasser, ce qui est le cas actuellement dans notre cellule. Et on va également pouvoir choisir d'activer le retour automatique à la ligne ou de tronquer le texte, c'est-à-dire de le masquer complètement, même si la cellule à côté est vide. Nous, ce qu'on va choisir, c'est d'activer le retour à la ligne automatique. Et donc, dans ce cas-là, le texte va aller à la ligne s'il dépasse de la cellule. Et on le verra ici en entier, puisque notre cellule est assez haute que pour pouvoir contenir l'entièreté du texte. Ensuite, on va avoir une autre icône qui est également un menu déroulant et qui va nous permettre de gérer l'orientation du texte de nos cellules. Par exemple ici, je vais encore reprendre l'entièreté des en-têtes de notre table. Par défaut, vous voyez bien entendu que l'alignement est horizontal, mais on va pouvoir changer ça et choisir entre différents types d'alignement pour aligner le texte soit vers le haut, soit vers le bas, avec différents angles. Donc nous, on va choisir de l'aligner en haut à droite, et vous voyez aussi ici qu'on peut également choisir d'autres angles un peu plus détaillés. Alors, insérer du texte ou des nombres dans les cellules, c'est très bien, mais le plus gros intérêt de Google Sheet et des tableurs de manière générale, ça va plutôt être de pouvoir manipuler les données et de les insérer dans des calculs ou des formules mathématiques. Par exemple, ici, à partir du prix unitaire dans la colonne C et du nombre d'articles dans la colonne D, on va pouvoir calculer le coût total pour chacun des articles.
Donc, on va rajouter une colonne dans la colonne D. Dans cette colonne, on va donc insérer le prix total. Et le prix total, il sera donc défini par le nombre d'articles multiplié par le prix unitaire. Alors, à chaque fois que vous voulez insérer un calcul ou une formule dans une cellule de Google Sheet, vous devez toujours démarrer par le symbole égal. Ensuite, on va sélectionner le prix unitaire comme ceci, en cliquant sur la cellule. On ajoute le symbole multiplicatif et on sélectionne le nombre d'articles dans la cellule D2, ou plutôt dans la cellule C2, puisque la cellule D2 est la cellule dans laquelle on se trouve. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur Enter pour donc calculer votre prix total. Et comme Google Sheet vous le propose ici, vous pouvez copier cette formule dans la cellule D2 et la coller sur les cellules en dessous pour pouvoir recalculer le prix total pour les poires et pour les oranges. Et de la même façon, vous pouvez appliquer n'importe quel type de calcul dans les cellules de Google Sheet en démarrant à chaque fois avec le symbole égal et en utilisant tous les opérateurs mathématiques que vous connaissez, comme l'opérateur multiplicateur, le plus, le moins, la division. Vous pouvez également utiliser des parenthèses, etc., etc. Et en plus de pouvoir réaliser des calculs simples avec les opérateurs mathématiques standards, vous allez en plus avoir accès à un catalogue de fonctions déjà implémentées dans Google Sheet et qui vont vous permettre de réaliser des calculs un peu plus complexes. Pour avoir accès à ce catalogue, vous cliquez tout simplement sur cette icône dans la barre d'outils et vous avez directement la liste de toutes les fonctions disponibles. Alors, ces fonctions sont plus ou moins complexes, mais dans notre cas, on va choisir une des plus simples qui est la fonction somme et qui va nous permettre d'additionner les prix totaux de chacun de nos 3 articles pour calculer le coût total de nos achats. Donc, pour insérer cette fonction, vous cliquez tout simplement sur celle-ci dans la liste. Et donc, comme vous le voyez, celle-ci est automatiquement insérée dans la cellule, précédée encore une fois du signe égal, puisqu'il s'agit d'un calcul. Et pour chacune des fonctions, vous devez lui fournir un ou plusieurs paramètres d'entrée entre parenthèses que vous séparez par des points-virgules. Mais dans le cas de la fonction somme, il n'y a qu'un seul paramètre d'entrée, qui est donc la plage de données à considérer pour toutes les cellules pour lesquelles on va vouloir additionner entre elles les valeurs. Dans notre cas, c'est bien entendu les 3 cellules qui contiennent les prix totaux de nos articles. Maintenant, pour terminer l'exploration de notre barre d'outils, on va repartir ici sur la gauche et explorer les icônes qu'on n'a pas encore vues. La première icône qui est une loupe, une icône qui peut être très utile et qui va tout simplement nous permettre de retrouver différentes fonctionnalités ou différents outils en faisant une recherche.
Donc, par exemple, si je cherche la mise en forme conditionnelle, je tape mise en forme et je la retrouve ici et je pourrais cliquer dessus pour avoir accès à l'outil. Ensuite, on va retrouver une flèche vers la gauche pour annuler une opération, une flèche vers la droite pour rétablir une opération, et ensuite, on va retrouver une icône qui va nous permettre d'imprimer les documents qu'on crée. Donc, si on clique dessus, on retrouve directement un aperçu de notre impression. Ensuite, on va retrouver une icône qui va nous permettre de copier un format et de le coller vers une autre cellule. Par exemple, ici, si je copie le format de ces cellules d'en-tête, je clique sur l'icône en forme de rouleau de peinture pour copier le format et ensuite je sélectionne deux autres cellules où je vais donc coller le format que je viens de copier sur les cellules précédentes. Donc ici, on ne copie bien que le format et pas le contenu des cellules. Donc la couleur et la mise en forme de manière générale. Et ensuite, à droite de cette icône en forme de rouleau, on va retrouver une liste déroulante qui nous permet de changer le zoom de notre grille. Et maintenant, on peut repasser de l'autre côté à droite de notre barre d'outils pour passer en revue les icônes qu'on n'a pas encore vues. La première icône va simplement nous permettre d'insérer un lien dans une cellule. Ensuite, on va avoir une icône qui va nous permettre d'insérer un commentaire, qui sera donc du texte, donc un commentaire, qui sera rattaché à une cellule, mais qui ne sera pas directement visible dans notre grille. Donc, par exemple, avec la cellule contenant le prix total de nos achats, je me place sur celle-ci, je clique sur cette icône et je peux insérer un commentaire qui va par exemple être cellule contenant le prix total. On clique sur commenter et donc comme vous le voyez, le commentaire n'est pas directement visible, mais on sait simplement qu'il y a un commentaire dans cette cellule grâce au coin en orange en haut à droite de celle-ci. Et si je me place dessus avec la souris, le commentaire apparaît avec également l'heure à laquelle il a été créé, ainsi que la date, et surtout la personne qui l'a créé, ce qui sera très utile dans le cas où plusieurs personnes travaillent sur un même fichier. Ensuite, à droite de cette icône, on va retrouver une icône qui va nous permettre d'insérer un graphique, qui va donc nous ouvrir un nouveau menu dans lequel on va choisir toute une série de graphiques et dans lequel on va également pouvoir choisir les séries de données à considérer pour tracer nos différents graphiques. Ensuite, l'icône suivante, elle va nous permettre de créer un filtre qui va donc nous permettre dans notre table de conserver uniquement certaines lignes selon certains critères. Donc pour créer notre filtre, on sélectionne les cellules d'en-tête de notre table, on clique ensuite sur l'icône et donc comme vous le voyez, dans ces cellules, on a des petits triangles vers le bas qui apparaissent sur lesquels on va pouvoir cliquer pour filtrer nos données. Donc ici, vous voyez qu'on a plusieurs options.
Les premières options, c'est pour trier nos données selon certains critères. Et ensuite, on va avoir les différentes options pour filtrer ces données. On va pouvoir les filtrer par exemple par couleur, également selon certaines conditions qu'on peut définir ici. Et tout en dessous, on va également pouvoir filtrer directement ces données en sélectionnant les éléments qu'on veut garder, donc les lignes qu'on veut garder et celles qu'on ne veut pas garder. Donc par exemple ici, on va dire qu'on veut garder uniquement orange et pomme, mais qu'on ne veut pas garder poire, donc on décoche celle-ci, on clique sur OK, et donc la ligne qui contient la poire disparaît bien de notre grille. Attention ici que cette ligne n'est pas complètement éliminée, elle est juste masquée par rapport aux conditions qu'on a indiquées dans notre filtre. Mais si on clique de nouveau sur celui-ci, on peut resélectionner notre poire pour afficher de nouveau la ligne correspondante dans notre table. Ensuite, à droite du filtre, on va pouvoir créer des vues filtrées qui nous permettront d'enregistrer certaines vues particulières avec des filtrages particuliers sur une ou plusieurs colonnes et ensuite de pouvoir y avoir accès plus facilement en un seul clic. Ensuite, on retrouve la liste de nos fonctions qu'on a déjà vues tout à l'heure. Et enfin, on va retrouver 3 icônes qui vont nous permettre de définir si les informations doivent s'afficher de gauche à droite ou de droite à gauche dans notre grille ou au sein de nos cellules. Donc par exemple, la première icône permet de gérer ça au niveau de la grille. Donc si je clique dessus, vous voyez que tout s'inverse et qu'on démarre à droite du document avec la colonne A. Et de la même façon, on va pouvoir définir ici, avec les 2 icônes suivantes, si le texte va s'afficher de gauche à droite ou de droite à gauche dans la cellule. Donc par défaut, c'est bien entendu de gauche à droite, mais si je sélectionne la dernière icône qui permet d'aller de droite à gauche, et que je tape maintenant du texte, donc par exemple texte, donc comme vous le voyez, on démarre bien sur la droite de notre cellule. Voilà donc pour la barre d'outils. Et pour terminer, ce que je vous propose, c'est de passer en revue rapidement tous les menus de la barre de menu. Donc, on démarre avec le menu fichier sur la gauche, dans lequel on va tout d'abord retrouver des options qui vont nous permettre de gérer les fichiers Google Sheet, donc de créer un nouveau fichier, d'ouvrir un fichier existant, d'importer des fichiers ou encore de créer une copie du fichier actuel dans Google Drive. Ensuite, on va retrouver les options de partage, donc l'option de partage en elle-même, l'option pour envoyer notre fichier par email à d'autres personnes et enfin une option pour pouvoir télécharger notre fichier Google Sheet sous différents formats. Ensuite, on va retrouver des options pour gérer le fichier Google Sheet en cours dans Google Drive. Donc, on va pouvoir le renommer, on va pouvoir le déplacer, on va pouvoir créer un raccourci dans Google Drive ou on va également pouvoir le placer dans la corbeille dans le cas où on n'en a plus besoin. On va également avoir accès à l'historique des versions, aux différents détails, ainsi qu'aux paramètres du fichier Google Sheet actuel. Et enfin, on va encore retrouver l'option qui nous permet d'imprimer
notre feuille. Ensuite, dans le menu édition, on va retrouver tous les outils standards. Donc on va retrouver les flèches annuler et rétablir. Ensuite, les options couper, copier, coller. Également une option effectuer un collage spécial dans le cas où on ne veut pas tout copier dans la cellule de référence. Ensuite, on aura l'option supprimer. Et enfin, on aura l'option rechercher et remplacer qui va donc nous permettre de rechercher un mot ou un groupe de mots particulier dans notre feuille Google Sheet et également de pouvoir remplacer ce mot par un autre mot. Et maintenant, dans le menu affichage, on va retrouver les différentes options permettant de gérer l'affichage de notre grille, avec, pour commencer, le sous-menu afficher dans lequel on va pouvoir sélectionner ou désélectionner les éléments qu'on va vouloir ou pas afficher. Donc par exemple ici, si je décoche quadrillage, les lignes de la grille disparaissent et seules les bordures qu'on a définies restent sur notre grille. Ensuite, on va avoir le sous-menu figer qui va nous permettre de figer une ou plusieurs lignes ou une ou plusieurs colonnes de notre grille, de manière par exemple à garder constamment à vue les en-têtes dans le cas d'un fichier plus conséquent qui dépasserait de la taille de l'écran. Ensuite, on a l'option regrouper qui va nous permettre de regrouper entre elles plusieurs colonnes ou plusieurs lignes de notre fichier de manière à pouvoir les masquer ou les rendre visibles toutes en un seul clic. On va retrouver également l'option zoom qu'on avait vue dans la barre d'outils et on va également avoir la possibilité d'afficher notre fichier en plein écran. Ensuite, dans le menu insertion, on va pouvoir insérer différents éléments dans notre fichier, en commençant par une première partie qui permet d'insérer des cellules, des lignes ou des colonnes dans notre grille, ainsi que des feuilles additionnelles, comme on pouvait également le faire avec le petit plus en bas à gauche. À savoir également que vous pouvez également insérer des colonnes en cliquant ici du droit sur les lettres de colonne de notre fichier Google Sheet, par exemple en insérant une colonne à gauche, et vous pouvez faire exactement la même chose en cliquant de droit sur les numéros de ligne. Dans notre menu insertion, on retrouve ensuite l'option à nouveau d'insérer un graphique, une autre option d'insérer un tableau croisé dynamique qui est un tableau un petit peu particulier qu'il serait un petit peu long à traiter dans cette vidéo. Ensuite, on va également pouvoir insérer des images dans notre fichier Google Sheet. On peut également insérer des dessins, ce qui va en fait ouvrir un panneau au-dessus de notre fichier Google Sheet dans lequel on va pouvoir créer des designs à partir de fonctions basiques telles que des carrés ou des cercles, ce qui sera utile également pour créer des boutons permettant d'activer des fonctions dans Google Apps Script pour automatiser votre fichier Google Sheet. Ensuite, on va de nouveau retrouver la liste de toutes les fonctions disponibles dans Google Sheet. On va encore pouvoir insérer un lien et en dessous, on va retrouver une liste de différents éléments qu'on peut également insérer dans notre fichier, à savoir des cases à cocher, des listes déroulantes, des emojis ou des puces intelligentes qui seront liées à d'autres applications telles que vos contacts ou votre calendrier. Et enfin,
On va également pouvoir insérer des commentaires tels qu'on l'a fait tout à l'heure depuis la barre d'outils, ou on va également pouvoir insérer des remarques dans notre fichier Google Sheet. Et après le menu Insertion, on va retrouver le menu Format avec pour commencer une option qui nous permet de charger directement un thème spécifique pour notre fichier. Et ensuite, on va retrouver des options dont on avait déjà vu la plupart dans la barre d'outils juste en dessous. Principalement, les options pour gérer la mise en forme sur le texte ou sur la cellule. Tout en dessous, on va également avoir l'option pour gérer la mise en forme conditionnelle, qui va donc nous permettre d'appliquer une mise en forme spécifique sur une cellule selon une certaine condition. Donc, par exemple, ça peut être que la cellule contienne un nombre soit inférieur ou supérieur à une valeur spécifiée, mais ça peut également être des conditions bien plus complexes qui vont donc gérer la mise en forme de la cellule, par exemple la couleur de fond de la cellule. Ensuite, on va avoir l'option couleur en alternance qui permettra directement de mettre en forme un tableau en alternant les couleurs entre les différentes lignes pour pouvoir visualiser celles-ci plus rapidement et plus facilement. Et enfin, on va avoir une option qui nous permet tout simplement d'effacer la mise en forme dans une plage de données sélectionnée. Ensuite, dans le menu Données, on va tout d'abord retrouver les différentes options permettant de trier les données ainsi que de gérer les filtres comme on l'a vu. Ensuite, on va retrouver l'option permettant de paramétrer la protection soit des différentes feuilles ou à un plus petit niveau des différentes plages de notre fichier Google Sheet. Ensuite, on va avoir l'option de nommer certaines plages avec un nom spécifique pour y avoir accès plus facilement. Ensuite, on va également avoir la possibilité de créer de nouvelles fonctions qu'on appelle des fonctions nommées à partir des fonctions standards de Google Sheet. Après ça, on va retrouver une option permettant d'afficher certaines statistiques par rapport aux différentes colonnes. Ensuite, on va retrouver un menu très intéressant qui est la validation des données, qui va nous permettre de restreindre les types de données dans certaines colonnes, par exemple avec des listes déroulantes ou encore en restreignant le type de données dans certaines colonnes pour être des dates ou d'autres types de données. Ensuite, on va retrouver un menu pour nettoyer les données dans le cas surtout de plus gros fichiers, plus conséquents en termes de volume de données. Après ça, on va avoir une option pour scinder le texte en colonnes. Dans le cas par exemple où on veut scinder une colonne en deux autres colonnes, en scindant par exemple le texte qu'il contient, dans le cas où par exemple on suppose que c'est un texte de 2 mots, en scindant ce texte au milieu par exemple par un espace pour afficher le premier mot dans une première nouvelle colonne et le deuxième mot dans une deuxième colonne. Et enfin, on va retrouver deux options qui vont nous permettre d'extraire les données à partir d'autres bases de données. Après ça, on va avoir le menu outils dans lequel on va bien évidemment retrouver certains outils tels que la possibilité de créer un formulaire. Ensuite, la gestion du correcteur d'orthographe avec la possibilité d'ajouter des mots dans votre dictionnaire personnel si ce n'est pas des mots
courant de la langue française. Ensuite, les paramètres de la saisie semi-automatique, qui est par exemple bien utile lorsque vous tapez des formules. Ensuite, on va avoir une option pour explorer votre fichier, suivi d'une option pour les paramètres de notification dans le cas où de nouveaux commentaires sont créés dans votre fichier. Et enfin, dans l'accessibilité, on va gérer principalement les paramètres qui vont permettre aux non-voyants, aux malvoyants, d'accéder et surtout de lire votre fichier. Ensuite, on va retrouver le menu avec les différentes extensions. En commençant donc par les modules complémentaires, qui sont des modules que vous allez pouvoir télécharger pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires à Google Sheet. Ensuite, on va retrouver le sous-menu des macros avec l'option enregistrer une macro qui, lorsqu'elle est sélectionnée, va en fait commencer à enregistrer toutes les opérations que vous allez faire dans votre fichier Google Sheet et va ensuite transformer toutes ces opérations en du code dans une fonction Google Apps Script qui vous permettra donc par la suite d'appeler directement cette fonction pour effectuer en un seul clic toutes ces opérations de manière à pouvoir automatiser votre fichier et donc pouvoir effectuer toutes ces opérations beaucoup plus rapidement. Et juste en dessous, on retrouve l'option qui va nous permettre d'accéder à Google Apps Script proprement dit, avec donc l'interface qui va directement nous permettre de coder le code permettant de créer des fonctions pour complètement automatiser notre fichier Google Sheet et donc effectuer des opérations beaucoup plus rapidement et de façon automatique. Et en dessous, on retrouve en fait les différents modules complémentaires que vous avez téléchargés. Donc dans mon cas, il y a uniquement un module que j'avais téléchargé et qui est AppSheet. Et enfin, pour terminer, on va retrouver le menu Aide avec pour commencer l'option de recherche qu'on avait déjà vue tout à gauche de notre barre d'outils. Et ensuite, on va retrouver différentes aides, dont par exemple de l'aide et des formations de Google. Et également, tout à la fin, on va de nouveau retrouver la liste des fonctions ainsi que la liste des raccourcis clavier pour pouvoir utiliser Google Sheet plus rapidement dans le cas où vous utilisez assez souvent certaines fonctionnalités. Voilà donc pour ce petit guide débutant de Google Sheet. Bien entendu, je ne peux pas être à 100% exhaustif puisque si j'allais vraiment dans les détails de chaque fonctionnalité, la vidéo durerait bien sûr plusieurs heures. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur certaines fonctions ou si vous souhaitez en savoir un peu plus par rapport à Google Sheet ou Google Apps Script de manière générale, n'hésitez bien entendu pas à vous abonner et à aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos de la chaîne. En attendant, je vous dis merci et à bientôt.